nom est Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Je pense être l'un de ceux qui ont le mieux connu Napoléon, en dehors de ses proches. Je l'ai rencontré le 6 décembre 1797. C'était un jeune général de 28 ans, vainqueur de la campagne d'Italie. J'étais à l'époque ministre des Relations extérieures du Directoire. Pendant les 16 années qui vont suivre, jusqu'en 1814, je vais servir la France et chercher à préserver la paix en Europe en lui prodiguant mes conseils. Ce qu'il laisse derrière lui est un ensemble d'actes dont le grandiose et la démesure confinent parfois au tragique. Son testament même est entré dans l'histoire, créant la légende napoléonienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voici cette histoire. La famille Buonaparte, devenue ensuite Bonaparte, est l'une des plus illustres d'Italie. Au XVe siècle, prise dans les affres de guerres incessantes, elle vint chercher un asile en Corse et se fixer à Ajaccio. Au moment où commence notre histoire, la Corse est française depuis peu. Depuis le 15 mai 1768. Louis XV a acheté l'île aux Génois. Mais les indépendantistes corses, dirigés par Paoli, ne l'entendent pas de cette oreille. La bataille de Ponte Nuovo met fin à leurs espérances. Le comte de Vaux, à la tête de 20 000 hommes, les taille en pièces. Au soir de la bataille, un fringant cavalier et sa femme s'enfuient dans le maquis. L'entourage de Paoli est, je dirais, plutôt réactionnaire. D'abord proche des Anglais, plutôt réactionnaire royaliste, alors que Bonaparte, au fond, qui est vraiment un homme des Lumières, est plutôt un homme à ranger du côté du progrès. Or, dans ce grand combat européen et méditerranéen, ici, en l'espèce, c'est quand même plutôt la France qui penche vers le côté du progrès. Charles-Marie Bonaparte passe dans le camp français parce qu'il y a une très nombreuse famille à nourrir, beaucoup d'enfants à élever, à qui il faut assurer un avenir. Lui, c'est Charles-Marie Bonaparte. Elle, c'est Marie-Letizia Bonaparte, née Ramolino, la plus jolie jeune femme de l'île. Le destin le confronte à Laetitia Ramoline, qui n'habite pas très loin puisqu'elle est à la maison en face, dans la vieille ville, en face de la maison Bonaparte, qui est réputée être, à l'époque, la plus belle fille d'Ajaccio et la plus belle fille de Corse. Alors qu'elle est enceinte de son second fils, Marie-Letizia quitte précipitamment la cathédrale. Nous sommes le 15 août 1769. Prise de contractions violentes, elle a juste le temps d'arriver dans sa maison de la rue Malherba pour accoucher. C'est un garçon. On l'appelle Napoléon. Mariage fécond, 13 enfants, mais seuls 8 d'entre eux atteindront l'âge adulte. Joseph, le frère aîné, futur roi de Naples, puis d'Espagne. Napoléon, le second fils, futur Napoléon Ier, empereur des Français. Lucien, futur président d'une assemblée nationale et prince de l'Empire. Marianne, dite Elisa, future princesse de Lucques et de Piombino. Louis, futur roi de Hollande, père du futur Napoléon III, empereur des Français. Marie-Paulette, dite Pauline, future princesse borghèse. Marie-Annonciade, dite Caroline, future grande-duchesse de Bergue, puis reine de Naples. Et enfin, le dernier fils, Jérôme, futur roi de Westphalie. Tous auront un destin hors du commun
grâce à Napoléon, sauf un, c'est Lucien. Lucien qui apparemment est celui qui s'adapte le mieux au nouveau système politique français, puisqu'à 25 ans, il se retrouve président du Conseil des 500. Sous l'Empire, devenue Madame Mère, Laetitia racontait en souriant qu'elle était la seule femme à avoir giflé et corrigé autant de têtes couronnées. « Je n'étais qu'un enfant obstiné et curieux », dira Napoléon. Il faut ajouter à cela une vivacité d'esprit hors du commun, une sensibilité précoce et une activité sans mesure. Personne ne lui en imposait, excepté sa mère. Et donc Laetitia est une véritable mère courage et elle va instruire Napoléon, notamment dans le domaine du devoir, dans le domaine de la religion aussi, mais surtout dans le paraître. Et Napoléon plus tard dira ce que j'ai de grand en moi, c'est à ma mère que je le dois. Il dit que c'était une femme à l'antique. C'était une femme à l'antique qui voulait que sa famille paraisse toujours bien, que que la famille soit unie. Et c'est vraiment la mère de famille de Corse telle qu'on la connaît à travers l'histoire, pas seulement dans ce milieu-là, mais telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Charles va faire une belle carrière dans l'entourage du gouverneur français de la Corse, le comte de Marbeuf, et va faire une belle carrière. Il va même devenir le représentant de l'Assemblée corse à Versailles, ce qui aura des effets à la fois positifs et négatifs, c'est-à-dire que ça va favoriser l'avancement de sa famille, notamment l'obtention de bourses pour les enfants, divers règlements d'affaires locales embrouillés au bénéfice de la famille, mais aussi un effet absolument négatif, qui est que Charles va se ruiner, parce que paraître à la cour était absolument ruineux. Son père, ayant réussi à obtenir des bourses royales d'études pour ses deux fils aînés, Joseph et Napoléon, partent pour le continent. Le futur empereur des Français entre au collège militaire de Brienne. Il est seul, loin des siens, il a à peine 10 ans. Il part, comme part le jeune Chateaubriand, qui est né en 1768, comme part le jeune Mirabeau ou le jeune Lafayette, faire ses études dans des villes où il y a des collèges importants. C'est le cas d'Autun, c'est le cas de l'école militaire à Brienne. Il part sans trop se poser de questions, donc c'est un enfant qui a moins de 10 ans à ce moment-là. Son père l'accompagne sur le continent, dans un royaume où il faut prouver sa noblesse pour entrer notamment dans les écoles militaires. L'école de Brienne, parmi d'autres, c'est celle qui va accueillir donc le jeune Napoléon. Le choc est rude pour le jeune garçon. Tout en France est différent de la chaleur de la Corse. Il fait froid, la nourriture n'est pas la même, la façon d'être des gens déroute Napoléon. Et surtout, la langue reste un véritable obstacle. Vous vous rendez compte, il arrive d'Ajaccio sous le soleil méditerranéen, il arrive à Brienne dans le nord de la Champagne sous un ciel de plomb où il va rester pratiquement enfermé, emprisonné, puisque c'était des cellules de 2 mètres sur 2, pendant 5 ans dans ce collège de Brienne où il va subir des humiliations du fait de ses condisciples qui viennent tous de la grande noblesse française et surtout du fait qu'il le traite comme un petit immigré. Alors, la légende veut qu'on lui demande son prénom, puis en plus prénom qui n'est pas courant. Napoléon, pas dû l'entendre très souvent, et lui le prononce façon insulaire, Nabulione. Et ça a été transformé Napoléon, Napoléon et Lapaioli. Son français s'améliore, mais son orthographe restera toujours brouillonne et son écriture difficilement déchiffrable. Il est à Brienne, il s'enferme pour travailler sur l'histoire de la Corse, il ne parle que de la Corse à ses petits camarades que manifestement cela parfois agace, mais il est profondément attaché à la Corse. Remarqué par ses professeurs pour ses qualités, son sérieux, il est aussi mis à l'écart par la plupart de ses camarades pour son intransigeance morale et sa fermeté devant les brimades.
Il se venge en quelque sorte de ses petits camarades par une certaine brutalité, par une certaine nervosité. C'est vraiment un futur grand militaire, mais il s'en venge surtout par les résultats scolaires exceptionnels, notamment dans les matières mathématiques. On l'appelait même le mathématicien hein, dans sa jeunesse. Il avait cette passion pour l'histoire aussi, pour la géographie. Il était extrêmement bon élève. L'un de ses professeurs écrit: « J'aperçois dans ce jeune homme une étincelle qu'on ne saurait trop cultiver. C'est pendant l'hiver début 1784 que se situe la fameuse scène de la bataille des boules de neige. Moi, Jean Roch Coignet, j'ai été grognard dans la garde impériale. J'ai suivi une étoile filante nommée Napoléon Bonaparte. On m'a raconté cette anecdote. Elle montre bien les capacités précoces de commandement et d'initiative de mon futur empereur. D'abondantes chutes de neige avaient recouvert la cour du collège de Brienne. Napoléon a eu l'idée de déblayer une partie de la cour en créant des tranchées et des parapets pour simuler des ouvrages fortifiés. Et c'est le début d'une grande bataille, comme il en commandera tant d'autres. Scindé en deux groupes, qui s'affrontent à coups de boules de neige, il prend la tête des attaquants. Cette petite guerre d'escarmouches dure jusqu'à ce que cette distraction soit interdite. En effet, les blessés s'accumulent, des petits malins ayant camouflé des cailloux au sein des projectiles. Il quitte Brienne à l'automne 1784. Le voilà cadet gentilhomme à l'école militaire de Paris. Il a choisi l'artillerie et devient le premier mathématicien parmi les élèves. Corse de nation et de caractère, écrit Monsieur de l'Aiguille. Il ira loin si les circonstances le favorisent. C'est le message fondamental de la jeunesse de Napoléon, c'est-à-dire que c'est un petit immigré qui arrive donc en France et qui au début va subir toutes ces humiliations de ses condisciples et qui voue à la France au début donc une haine absolument incroyable. Il faut rappeler que le jeune Bonaparte est un nationaliste corse intransigeant avant toute chose. Et c'est grâce à la culture française, il va donc à ses professeurs qui vont lui faire découvrir les Lumières, bien sûr, Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert, mais aussi les grands auteurs, bien sûr, puisqu'il adore le siècle de Louis XIV, Racine, Corneille, bien sûr. Et grâce à cette culture française, en fait, peu à peu, il va se détacher de ce nationalisme corse intransigeant et il va devenir plus français que les Français de souche. L'année 1785, il ne l'a jamais oublié. En février, son père meurt. Naturellement, il devient chef de famille. Napoléon est venu à Paris plusieurs fois lorsqu'il était jeune pour essayer d'aller frapper à la porte des bureaux de Versailles pour obtenir un règlement favorable de toutes sortes d'affaires où sa famille se trouvait lourdement endettée. En septembre, Louis XVI signe son brevet de lieutenant en second. En novembre, il rejoint son régiment à Valence. Il a 16 ans. Le 12 août 1786, il obtient un congé et retourne sur le sol de son île, la Corse, qu'il n'a pas foulée depuis plus de 7 ans.
Les retrouvailles avec sa famille sont joyeuses. Il fait enfin la connaissance de ses petits frères et sœurs, Pauline, Caroline et Jérôme, qu'il n'avait encore jamais vus. Né au siècle des Lumières, Napoléon Bonaparte est un enfant de la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots ont changé la face du monde. Ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est-à-dire une fermentation des esprits qui aboutissent à saper le fondement, l'armature idéologique de l'Ancien Régime, c'est ces réunions d'élite dans les salons, et cela provoque, parce que ça se diffuse, à la fois dans les élites, ce sont les gros volumes de l'encyclopédie qui valent une fortune à la souscription, donc c'est pas ça qui touche le peuple, mais par d'autres cheminements, eh bien, le monde d'Ancien Régime doute de lui-même, et cette société d'ordre où il y a le clergé, la noblesse et le tiers, le troisième ordre, ceux qui produisent, eh bien, cette vision traditionnelle qui remonte à la nuit des âges, c'est un lointain modèle indo-européen, est battue en brèche, contestée en janvier 1789 par l'abbé Sieyès, qui, dans son pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?», répond « tout ». Qu'est-il aujourd'hui dans l'ordre politique? Rien. Bonaparte a 20 ans en 1789, l'âge où l'on sculpte ses rêves. C'est à Valence, où se trouve son régiment, qu'il apprend que les Parisiens ont pris la Bastille le 14 juillet 1789. Si Napoléon est convaincu par les grandes idées de la Révolution, il est en revanche farouchement opposé à toute manifestation de désordre, particulièrement si l'armée est concernée. Jusqu'à ce moment-là, il a été un observateur attentif, assez tiède au début, en 1789. On a plusieurs lettres de lui à son frère dans lesquelles il lui dit que bon, tout ça ne durera pas très longtemps. Pour lui, c'est un problème de maintien de l'ordre. Et puis, petit à petit, il s'aperçoit que ce mouvement s'emballe et qu'il y a probablement quelque chose pour la carrière à en tirer. Napoléon est surtout enthousiasmé par le vote de l'abolition des privilèges pendant la délirante nuit du 4 août 1789. En effet, les hauts grades militaires qui lui étaient interdits de par son statut de petite noblesse lui sont désormais accessibles. Comme tous les militaires, il prête serment de fidélité à la nation le 23 août 1789. Cette révolution est une révolution qui respecte le roi en partie, mais tout au moins qui maintient le roi en place. Dans les premières semaines de la Révolution, Louis XVI pense pouvoir maîtriser les événements, mais il doit très vite déchanter. En effet, la Révolution dérape. Les violences se multiplient, sans que rien ni personne ne puisse les contenir. Pillage d'églises, lynchage de nobles, incendie de châteaux. Au cri de « Les aristocrates à la lanterne », le pays sombre dans le chaos. Les aristocrates à la lanterne, c'est une chanson qu'on entonne et avec énergie, et effectivement des gens qu'on trouve la langue pendante, le chanvre autour du cou et le visage violacé. Très vite, la guillotine, procédé récent d'exécution inventé par le docteur Guillotin, fonctionne à plein régime. Chaque jour, les autorités envoient à la mort des dizaines de nobles et de personnes accusées de ne pas adhérer à la Révolution. En quelques mois, des milliers de têtes tombent dans les paniers de la grande faucheuse. L'entourage de Louis XVI n'est pas épargné. Et bientôt, le roi lui-même se sent menacé. Au début, probablement comme tout le monde, il a pensé que c'était une crise qui était d'ailleurs endémique depuis des années, qui continuait, une crise politique, que les États généraux ne condamnaient pas la monarchie, mais qu'elles allaient peut-être, que cette réunion allait peut-être permettre des réformes qui s'étaient révélées impossibles jusqu'alors. Donc on peut penser qu'au début, il est plutôt favorable à des réformes, puisqu'il les avait commencées lui-même dans les années qui avaient précédé la Révolution. Là, il se durcit dans une opposition parce qu'il comprend que son pouvoir est menacé. Le 21 juin 1791,
la fuite du roi et de sa famille échoue à Varennes. Louis XVI est ramené de force à Paris. La royauté est condamnée à brève échéance. Le 30 juillet 1792, le brevet du capitaine Bonaparte est signé par Louis XVI. Napoléon est de retour à Paris lors de la prise des Tuileries le 10 août 1792 et assiste dégoûté au massacre des gardes suisses. Il est révolté ce jour-là par la passivité et le manque d'initiative de Louis XVI. Je sais que Napoléon, jugeant sévèrement l'attitude du roi lors de l'attaque des Tuileries, a dit « Comment a-t-on pu laisser entrer cette canaille? Il fallait en balayer 400 ou 500 avec du canon et le reste courait encore. » Il a ajouté ensuite « Si j'étais roi, cela ne se passerait pas de même. » Seulement voilà, le gros Louis XVI a préféré se réfugier auprès de l'Assemblée nationale, passant pour un fief-écoire aux yeux du peuple. Napoléon a écrit ensuite à Joseph, au soir du massacre du 10 août 1792, après la journée d'émeute. Si Louis XVI s'était montré à cheval, la victoire lui fût restée. Le 21 septembre 1792, la première République française est proclamée. Louis XVI n'est plus qu'un simple citoyen. Il était convaincu de tenir son pouvoir de Dieu lui-même et donc que personne ne pouvait le lui disputer. Et de ce fait, très vite, entre lui et la Révolution, il y a un divorce, un fossé absolument infranchissable et qui va s'élargir sans cesse dans les mois et les années qui suivent jusqu'à sa chute. Tous les actes officiels sont désormais datés de l'an 1 de la République. Le 21 janvier 1793, à 10h22, place de la Révolution, le roi Louis XVI est guillotiné devant le peuple de Paris rassemblé. Ses dernières paroles se perdent dans le roulement des tambours. C'est Robespierre lui-même qui dit « Jetons la tête de ce roi à la face de l'Europe, franchissons un pas, nous ne pourrons pas revenir en arrière, il nous faudra avancer, aller de l'avant ou périr. » Samson, le bourreau, sa tâche accomplie, montre la tête du roi à la foule qui crie « Vive la nation !» Le silence revient. Le roi est mort. Une page de l'histoire de France vient de se tourner. Les Anglais, dès le tout début des écrits d'Edmund Burke, s'intéressaient de très près à l'impact de la Révolution française. Burke, eux, pensait que c'était un événement surnaturel, un événement qui détruirait la structure de la civilisation moderne. Les Français avaient été capables de couper la tête à leur roi et à leur reine, et les autres monarques ne voulaient pas que cette habitude malsaine s'installe dans leur royaume. L'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Espagne, l'Angleterre, tous contre la France révolutionnaire de laquelle allait surgir le génie opportuniste de Napoléon. Paoli profite de la Révolution pour quitter son exil anglais. Vient à Paris, trompe l'Assemblée en obtenant le commandement militaire de la Corse et y retourne son vieux projet d'indépendance de l'île dans son marocain. Paoli dira de Bonaparte « Ce jeune homme est taillé à l'antique, c'est un homme de Plutarque. » Mais Bonaparte n'est pas dupe et comprend que cet homme pour lequel il a une admiration certaine se sert du pouvoir donné par la France pour la trahir.
Début 1793, suite à l'échec de l'expédition en Sardaigne contre les îles de la Madeleine, mal préparée par les partisans de Paoli, Napoléon se brouille avec le chef des indépendantistes corses. Ces îles ne sont pas conquises en 1793. Et donc on va faire peser l'échec de la conquête des îles de la Madeleine sur les épaules de Pascal Paoli. Lucien Bonaparte, qui lui est déjà à Toulon, dans un club jacobin, et il hurle haut et fort à qui veut l'entendre que Pascal Paoli, donc l'ancien ami de son père, est pro-anglais et donc contre la France. Ça arrive aux oreilles insulaires. Comment? Scandale, traîtrise, à mort les Bonaparte, dehors les Bonaparte. Et tout le monde s'en va à cause de ça. La maison est mise à sac et toute la petite famille part en pleine nuit, embarque vers l'autre rive du Golfe, puis vers Calvi, puis vers le continent. Il s'en est fallu de peu qu'il passe de vie à trépas. Il débarque en France le 13 juin 1793 et installe ensuite toute sa famille à Marseille, chez des amis, les Clary. Désirée et Julie, les deux filles de la maison, connaîtront un destin prestigieux. Julie épousera Joseph Bonaparte et sera un jour reine de Naples puis d'Espagne. Désirée sera reine de Suède après avoir épousé Bernadotte. Le 29 juillet 1793, Napoléon est à Avignon. Il y rédige ce qui est probablement son texte le plus connu, le souper de Beaucaire. Discutant des troubles provençaux, il s'y met en scène en militaire, cherchant à rallier 4 autres convives d'opinions diverses en leur prêchant les idées révolutionnaires. Publié peu après par un ami, libraire à Valence, le texte connaît un vrai succès populaire et commence à le faire connaître dans les sphères du pouvoir. C'est à ce moment que pour la première fois, le destin le rattrape. La France, depuis la mort du roi, est secouée de graves troubles intérieurs. La plupart sont fomentés par les royalistes, soutenus par des fonds anglais. L'ouest de la France, traditionnellement catholique et fidèle à la monarchie, s'enflamme. La Vendée, département nouvellement créé, est particulièrement hostile à toutes les idées républicaines et anticléricales. Lorsque la guerre est déclarée à l'Europe entière, la Convention lève des troupes. Et c'est le fameux décret des 300 000 hommes qui sont à ce moment-là sommés de se rendre, des chefs-lieux, d'être armés et puis d'être envoyés sur les provinces, sur les frontières. Et là, qui en est exempté? Eh bien, ces messieurs, les Bleus, déjà acquéreurs de biens nationaux, ces messieurs qui servent dans la garde nationale, et puis ceux qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas de terre, eh bien, on les envoie aux frontières. Alors même qu'on les a heurtés dans leurs convictions religieuses et qu'on les a persécutés, qu'on a persécuté le clergé. Mais les émeutes de Vendée ne sont pas isolées. D'autres troubles éclatent dans le sud-ouest et surtout dans le sud-est du pays. Le 28 août 1793, la ville de Toulon, pro-royaliste, soutenue par l'escadre anglaise de l'amiral Hood, ancrée dans ses 2 rades, entre en insurrection contre la République. Louis XVII y est proclamé roi de France. La rade de Toulon est protégée par 3 forts. La tour royale, qui est en fait la tour qui est à l'entrée de la petite rade de Toulon. Ensuite, on peut croiser les feux avec 2 forts qui sont en face, le fort de Balaguier et le fort de l'Aiguillette. Récupérer ces forts, c'est finalement pouvoir avoir l'accès à la passe et l'accès à la rade de Toulon. L'affaire est grave. Il faut absolument endiguer une contagion contre-révolutionnaire.
Toulon, c'est une affaire presque de politique intérieure, aidée par l'Angleterre qui jette de l'huile sur le feu de la Révolution française. Toulon fait partie de ces villes qui ont été prises en main par les fédéralistes ou les royalistes, c'est-à-dire ceux qui rejetaient le pouvoir central de Paris et puis surtout cette révolution galopante qui était en train de remettre en place ou de détruire, disait-il, la société française. 10 000 soldats anglais, sardes et napolitains soutiennent l'armée des royalistes français. En face, l'armée républicaine comprend environ 30 000 soldats. Cette première phase de l'attaque, qui n'est pas vraiment un siège, est une tentative d'attaque frontale. Mais arrivés sur le plateau sommital, ils sont repoussés par les coalisés et en particulier acculés sur les barres rocheuses qui bordent Faron au nord. Mais l'artillerie de siège fait cruellement défaut. De plus, le commandant Don Martin, responsable de l'artillerie, est grièvement blessé dès les premiers combats. Le capitaine Bonaparte le remplace le 17 septembre 1793 sur proposition de Salicetti. À ce moment, les troupes françaises sont sous les ordres du général Cartaux. Mais ce bravache, ancien peintre raté, militaire par hasard, est totalement incapable de mener à bien le siège. Il laisse alors à Bonaparte le soin de diriger les opérations sur le terrain. Sur place, Augustin Robespierre, Salicetti et Barras, représentants officiels de la République, appuient cette mesure de leur autorité. À Toulon, Bonaparte d'abord arrive dans un contexte qui est un contexte un petit peu de confusion, avec des généraux qui sont un peu timorés, voire même un peu trop anciens dans la carrière. Et puis il arrive, lui, avec non pas des idées nouvelles, mais avec une ambition beaucoup plus mobile, beaucoup plus agressive à l'égard de ceux qui occupent Toulon et de la flotte anglaise qui la défend. Prenons des risques, plaçons nos canons à un endroit où ils feront mal à l'adversaire et ne nous contentons pas de faire un siège classique avec de très très longs bombardements. Et c'est ça, c'est ce déclic-là qui fait que son intervention est décisive dans le siège de Toulon. Bonaparte est partout. Il réorganise les emplacements d'artillerie destinés à canonner la ville. Il fait activer l'arrivée de nouvelles pièces. Il ordonne d'installer des fours pour faire chauffer au rouge les boulets destinés à pilonner la flotte anglaise. Les Anglais vont trinquer. Au cours des combats, il charge plusieurs fois lui-même un canon sous le feu ennemi. En maniant un refouloir, laissé là par un autre canonnier, il attrape la gale. Il traînera cette saleté pendant des années avant d'être guéri bien plus tard par son médecin, Corvisart. Pendant les opérations de siège, il fait la connaissance de Junot et de Marmont qui deviendront ses futurs aides de camp. Lors de sa rencontre avec Junot, ce dernier est sergent. Il est en train d'écrire une dépêche pour Bonaparte lorsqu'un boulet s'écrase à quelques pas de lui, le couvrant de terre. Junot s'exclame alors « Tant mieux, je n'avais pas de sable pour sécher l'encre ». À un moment, dans un conseil de guerre, dans les généraux, il commence à dire Toulon est là, et il pointe sur le plan le fort de l'Aiguillette, qui est justement en face, de l'autre côté de la baie de Toulon, et juste en face. Alors tout le monde de s'esclaffer en disant on nous a envoyé un gamin qui ne connaît même pas la géographie, il ne sait pas où est Toulon. Et après, il leur explique, Toulon, on ne peut pas le prendre tout de suite, on n'a pas les moyens de prendre toute la ville. Donc, mais quand on aura pris le fort de l'Aiguillette, les bateaux anglais qui sont dans la rade de Toulon, on pourra les canonner, ils s'enfuiront et ils ne pourront plus ravitailler le port de Toulon. La première tâche de Bonaparte est de mettre en place la batterie des sans-culottes et la batterie de la montagne, qui tirent à boulet rouge sur la petite rade. Les chaloupes sont coulées, plusieurs frégates sont dématées ou endommagées. Devant ce péril, la flotte anglaise doit évacuer la petite rade le 20 septembre 1793. Bonaparte demande alors que le promontoire du Caire, position stratégique avancée, soit occupé. Les Anglais ont vite compris le danger. Le lendemain, ils débarquent en force et y construisent rapidement une fortification bien pourvue de grosses pièces d'artillerie. Ils l'appellent le fort Mulgrave.
Mais les Français vont tout de suite le surnommer le Petit Gibraltar, en référence à la forteresse anglaise réputée imprenable du rocher de Gibraltar. Bonaparte fait installer en face une batterie d'artillerie. Mais l'endroit est si dangereux que personne ne veut y servir. Bonaparte fait alors ce qu'il fera plus tard à maintes reprises, il s'expose totalement. Il baptise la position du nom de batterie des hommes sans peur, en prend la tête et demande des volontaires courageux pour l'aider. Son exemple entraîne les soldats à se bousculer pour servir ses canons. Le 16 novembre 1793, Cartaux est remplacé par le général Dugommier. Avec Bonaparte, l'entente est immédiate. Le plan du jeune officier corse, clair et précis, est approuvé. Le 17 décembre 1793, les Français, Bonaparte en tête, partent à l'assaut du Petit Gibraltar et du fort de l'Aiguillette, les deux positions clés de la défense de la ville. Lorsque l'offensive est menée, les troupes républicaines arrivent effectivement à reprendre la redoute Mulgrave et à débouler sur les arrières de Balaguier et de l'Aiguillette. Enlevés au pas de course, les deux forts tombent aux mains des Français. Cette fois, les canons français prennent sous leur feu la totalité des deux rades et la ville. La reprise du Petit Gibraltar par les Républicains contraint les Anglais à accélérer les préparatifs d'évacuation de Toulon. Le 18 décembre 1793, la flotte anglaise doit s'enfuir vers la haute mer sous peine d'être coulée au mouillage. Ça y est, Toulon a capitulé. Bonaparte a été le principal artisan de ce succès inespéré. Son incroyable énergie et son savoir-faire ont tout emporté. Son exemple a galvanisé nos troupes et leur a remonté le moral. Son chef de corps, le général Dutheil, écrit au ministre de la Guerre « Beaucoup de science, autant d'intelligence et trop de bravoure, voilà une faible esquisse des vertus de ce rare officier. C'est à toi, ministre, de le consacrer à la gloire de la République. » Dugommier, un bon officier celui-là, complète l'éloge et écrit une longue lettre à la Convention qui se termine par ces mots prophétiques. « Si l'on était ingrat envers lui, cet officier avancerait tout seul. Croyez-moi, ce ne sera pas le cas. » En ces périodes troubles, tout va très vite. Capitaine hier, général de brigade aujourd'hui, Bonaparte a 24 ans.
et l'horizon semble se dégager. On reconnaît que c'est quand même grâce à lui si la ville de Toulon a été reprise et que les Anglais ont été chassés. Et il sera nommé par les représentants du peuple directement général de brigade. Et ça aura, cette histoire de nomination par Robespierre au poste de général de brigade, aura deux conséquences importantes. La première, c'est que quand Robespierre tombe, ça va lui retomber sur les pieds. Et d'autre part, il passe directement au grade de général sans les grades intermédiaires, surtout le grade intermédiaire de colonel. C'est là qu'on apprend à manier les hommes. Grâce à sa solde de général, la situation de sa famille s'améliore. À Marseille, Joseph courtise Julie Clary, la fille d'un riche négociant. Napoléon a jeté son dévolu sur Désirée, la sœur. Premiers émois. Remarqué à Toulon par Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, Bonaparte est chargé d'une mission de repérage topographique pour la future campagne d'Italie. Cette date est très importante car selon le calendrier républicain, c'est le 9 Thermidor en 2. Or, ce jour-là, Maximilien Robespierre, surnommé l'incorruptible, ainsi que la plupart des dirigeants au pouvoir, sont arrêtés après avoir fait régner la terreur en France pendant de longs mois. La mort de Robespierre, guillotiné peu après, marque le début du retour au calme. Il était temps. La France buvait son propre sang. Mais Bonaparte, du fait de ses relations depuis Toulon avec Augustin, le frère de Maximilien, est arrêté comme robespierriste le 9 août 1794. Il réussit néanmoins à prouver ses convictions républicaines et son attachement à la France. De nombreux témoignages en sa faveur font aussi pencher la balance. Il est enfin reconnu innocent. Bonaparte revient de loin. À cette époque où l'on n'oublie rien, où on ne pardonne rien, si on l'avait transféré à Paris, il aurait succombé infailliblement. Junot, si Bonaparte devait partir pour Paris, projetait de l'enlever et de le conduire à Gênes. La destinée ne tient souvent qu'à un fil. À Paris, le comité de la guerre décide de donner à Bonaparte une brigade d'infanterie en Vendée. Il refuse. Lorsque Bonaparte est vainqueur à Toulon, il a devant lui deux possibilités. La première, soit d'agir sur les territoires extérieurs à la France traditionnelle, et donc d'être envoyé soit en Allemagne, comme le sera le général Moreau, soit en Italie, ce qui sera un peu plus tard son cas. Mais dans un premier temps, on lui propose surtout d'agir pour le bien public, donc de faire la paix sur les territoires qui sont encore agités. C'est le cas notamment de la Vendée. Mais il va refuser de prendre les armes contre les Français et de donner son autorité et son prestige à une guerre civile entre les Français. Il ne veut pas de ce rôle que l'on veut lui faire jouer dans cette guerre civile, où l'énergie semble toujours barbare. Une autre affectation est impossible à obtenir, car on le trouve trop jeune. Il répond « On vieillit vite sur le champ de bataille, et j'en arrive. » Rentré dans la vie privée, la détresse se fait bientôt sentir. Pour survivre, il doit vendre ses livres. Sans emploi, sans traitement, dans son uniforme élimé, il marche sans but dans Paris. Il réfléchit à l'Italie, à la campagne qu'il pourrait y faire. En attendant, la situation intérieure du pays se dégrade. La Convention, totalement discréditée, agonise et cherche uniquement à préserver ses privilèges. Le deuxième moment de l'époque de la Révolution où on voit Bonaparte jouer un rôle fondamental, c'est lors d'une révolte royaliste à Paris en octobre 1795. Il va revenir finalement au bout de 6 mois en exercice parce que cette fois-ci, c'est l'autorité réelle politique de la France qui est mise à mal par une tentative de coup d'État. C'est ce qui s'appelle la tentative de coup d'État de Vendémiaire.
Le 12 Vendémiaire, an 4 de la République, l'émeute gronde à Paris. Refusant le contrôle par la Convention des futures élections, la jeunesse parisienne et la petite bourgeoisie prennent les armes. Tentant de récupérer ce mouvement à leur profit, les sections royalistes de Paris prennent la tête de l'émeute et marchent sur les Tuileries, siège de la Convention moribonde. Ce qui n'est au départ qu'une émeute sociale visant à préserver les libertés tourne en affrontement politique dont le but est de renverser le régime. Les sectionnaires étaient royalistes, mais ce n'étaient pas des royalistes organisés, si vous voulez. C'était des gens qui en voulaient à la Convention, qui en voulaient au régime républicain, qui voulaient changer le régime. C'était à base royaliste, mais pas d'une manière vraiment organisée politiquement, si vous voulez. Le général Meneau, chef des troupes régulières, baron de l'Ancien Régime, se contente d'appeler au calme des insurgés dont il partage en fait la plupart des idées. Devant l'urgence de la situation, la Convention le fait arrêter et nomme Barras général en chef de l'armée de l'intérieur. Parfaitement conscient de ses lacunes militaires, il fait aussitôt appeler près de lui les généraux disponibles. Et on a besoin à ce moment-là d'un général qui osera vraiment prendre des décisions. Carte blanche est alors donnée à Bonaparte, qui ne remettra son sabre au fourreau que lorsque le calme sera revenu, quoi qu'il en coûte. Après un rapide inventaire des forces à sa disposition, Bonaparte interpelle alors un officier de cavalerie qui passait par là et lui ordonne d'aller chercher au galop les canons qui se trouvent au camp des Sablons. Ce chef d'escadron, c'est Joachim Murat. Entre les deux hommes, une amitié va naître et ils vont former un formidable duo de combattants, le stratège et le centaure. Le destin de Murat est désormais intimement lié à celui de Bonaparte. Murat part au galop, entraînant son escadron de cavalerie derrière lui. Avec ses hommes, il bouscule tout sur son passage, prend de vitesse ses insurgés, attelle les canons à ses chevaux et en avant. Il les ramène aussitôt à Bonaparte. Sans Murat, les royalistes allaient s'en emparer. Il est arrivé juste à temps. Au matin du 13 Vendémiaire, les canons sont en place devant l'église Saint-Roch, les Tuileries et la rue Saint-Honoré. En début d'après-midi, des milliers d'insurgés battent la charge. En 2 heures, l'affaire est terminée. En quelques coups de canon, Bonaparte a sauvé le gouvernement et est passé de l'ombre à la lumière. Ça n'a pas été une vraie bataille, ça a été une fusillade, si vous voulez. Mais il a osé le faire sans se poser de questions. Les récompenses pleuvent. Bonaparte, sur proposition de Barras, est immédiatement nommé général de division. Quelques jours plus tard, le directoire le nomme général en chef de l'armée de l'intérieur, ce qui le place en premier dans la hiérarchie militaire du pays. D'abord, son destin est quand même parfaitement fulgurant, parce que rien n'annonçait, venant de Corse et d'une famille certes honorable mais modeste, la destinée immense qu'il allait avoir sur le reste de l'Europe, et pas seulement en Europe. Bonaparte a sauvé la paix civile et la Révolution. Les Français commencent à remarquer ce jeune soldat de 26 ans, auréolé de gloire. Moi aussi, j'avoue qu'il m'intéresse. La bonne société lui ouvre désormais largement ses portes. C'est là qu'un soir, le 15 octobre 1795, il fait la connaissance de Joséphine de Beauharnais. L'épopée napoléonienne a commencé à Toulon en 1793. Elle va durer plus de 20 ans.
jusqu'en 1815. Au milieu du XVe siècle, l'empereur de Chine se lance dans une des plus grandes épopées maritimes de l'histoire. Quelqu'un s'est rendu dans les îles Caraïbes en 1424, 70 ans avant Christophe Colomb. Avec l'amiral Zhong He, partez pour l'Inde, l'Arabie ou l'Afrique et découvrez les premiers